L'Ukraine, Gaza, le Soudan ou encore le Tigré que l'on vient de voir dans le reportage de notre équipe. Au total, 59 conflits sont en cours à travers la planète. C'est du jamais vu depuis 1946. À quoi faut-il s'attendre pour 2025 alors que les États-Unis auront bientôt un nouveau président ou une nouvelle présidente? Décryptage avec Dominique David. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes conseiller du président de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, rédacteur en chef de politique étrangère. Commençons par l'actualité et ce débat entre Kamala Harris et Donald Trump. On imagine que vous l'avez suivi. Que vous a inspiré ce premier face-à-face entre l'ex-président républicain et l'actuelle vice-présidente américaine? Eh bien, nous avons vu, comme dans tous les commentaires de vos collègues, que Kamala Harris s'était bien tenue, si je puis dire, alors que ça n'était pas gagné, compte tenu au vu de ses précédentes prestations. Et on a vu deux personnages assez fidèles à eux-mêmes, c'est-à-dire Kamala Harris avec une intelligence politique qui, à nous, Européens, nous fait plaisir, et Donald Trump fidèle à son personnage, c'est-à-dire plein d'invectives. Deux Amériques face à face? Deux Amériques face à face, oui, et ça c'est la chose la plus préoccupante. L'Amérique est profondément divisée, et c'est naturellement un problème quand on essaie de réfléchir à la place que le leadership américain peut avoir à la surface de la planète pour les années à venir. Alors, je précise, Ramsès 2025, le rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies, un document passionnant, justement, pour comprendre les enjeux du moment et qui viennent pour 2025. On va y venir. Mais d'abord, il y a toute une partie des États-Unis. L'Empire inquiète. Pourquoi l'Empire inquiète? Mais parce qu'on ne sait pas où il va, et parce qu'il est inquiet pour lui-même. La question qui nous intéresse, nous, bien entendu, c'est celle du leadership américain, c'est-à-dire ce leadership existe. Évidemment, les États-Unis restent la puissance dominante du monde, la puissance financière, la puissance économique, la puissance technologique, la puissance monétaire, la puissance culturelle, etc. Pas militaire? Militaire, bien sûr, c'est tellement évident que j'oublie de le mentionner, bien sûr. Mais cette puissance ne permet pas de tout faire. Et elle n'est pas la garantie que les États-Unis ont la capacité de gouverner le monde. Donc la première question, c'est quelle posture vont adopter les États-Unis dans le monde? Il y a manifestement une position de retrait par rapport à l'extraversion que les États-Unis avaient au début de ce siècle. Souvenez-vous de l'intervention unilatérale en Irak, de l'intervention en Afghanistan, etc. Le gendarme du monde, c'est fini, que ce soit Kamala Harris ou Donald Trump? Le gendarme du monde, c'est vraisemblablement fini avec des variations selon le président américain qui sera élu, mais c'est bien entendu fini. Et puis il y a une deuxième dimension, donc ça c'est l'inquiétude sur notre incertitude sur ce que feront les États-Unis, ce qu'ils décideront de faire dans le monde. Alors on peut bien entendu détailler la réflexion, mais c'est pour nous une certaine inquiétude pour nous Européens. Et puis il y a une autre inquiétude qui porte sur la stabilité interne même des États-Unis et des institutions américaines. La société américaine est politiquement profondément divisée. On sait qu'il y a aussi des problèmes sociétaux qui sont extrêmement importants. Le Ramsès en liste quelques-uns. Mais si on vous comprend bien, Dominique David, c'est toujours les États-Unis qui mènent le monde est toujours, d'une certaine manière, guidé par les États-Unis? Je ne dirais pas que le monde est guidé par les États-Unis, je dirais que les États-Unis sont la puissance référente. C'est-à-dire que la plupart des grandes manœuvres, je ne parle pas des manœuvres locales, mais la plupart des grandes manœuvres stratégiques dans le monde se déterminent par rapport aux États-Unis. Mais ça ne veut pas dire que les États-Unis ont la capacité d'être leaders, c'est-à-dire de gouverner l'ensemble des crises. Regardez ce qui se passe en Ukraine, les États-Unis interviennent, mais ce ne sont pas les États-Unis qui, pour le moment, décident. Ils décideront le moment venu, à la fin de la crise. Mais pour le moment, ce n'est pas eux qui décident. Regardez Gaza, ce ne sont pas eux qui décident. Regardez ce qui se passe même dans l'Indo-Pacifique. Ils sont extrêmement présents, ils pèsent, ils sont autour de Taïwan, ils essaient de maintenir la Chine dans son espace sans qu'elle en sorte trop, mais ils ne dirigent pas. Bon, autrement dit... ont-ils jamais dirigé le monde? Ça, c'est une autre question. Mais à la fin du dernier siècle, ils avaient quand même une position éminente qui était plus dirigeante que celle de maintenant. Et d'autant plus qu'on l'a vu avec l'émergence notamment des BRICS, Brésil, Inde, notamment Chine. L'ordre mondial a changé? Alors,
Je ne sais pas si on peut dire que l'ordre mondial a changé, parce que ça voudrait dire qu'il y a toujours un ordre mondial. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait toujours un ordre mondial. Mais ce qui a changé, c'est effectivement une multipolarisation de la puissance. C'est pour ça que le titre du Ramsès, c'est entre puissance avec un S et impuissance. Parce que les puissances, c'est la multiplication des acteurs qui ont une capacité de peser sur les rapports stratégiques, même si ce ne sont pas des acteurs de très très grand poids, mais pensez à la Turquie, pensez à l'Iran, pensez à l'Arabie Saoudite, pensez à des pays qui sont importants et qui peuvent peser sur les échiquiers stratégiques, au moins les échiquiers régionaux. Et puis les autres grandes puissances restent, mais en réalité, elles n'ont que des moyens, bien sûr, elles sont importantes, mais elles n'ont que des moyens limités de peser sur les crises internationales. Justement, c'est intéressant ce que vous dites, parce que Joseph Borrell, si je puis dire, vous donne raison. Pas plus tard qu'hier, il était en Égypte et il a regretté qu'il n'y ait pas de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, mais il a avoué l'impuissance de l'Union européenne. J'aimerais qu'on parle de cette Europe. Quand on dit les Occidentaux, en général, on parle des États-Unis, évidemment, et de l'Union européenne. Quelle place, quel avenir pour cette Europe politique ? Alors, ce sont deux questions. D'abord, sur les crises actuelles, l'Europe est absolument absente. Complètement absente. Bon. Bien entendu, nous aidons, les Européens aident l'Ukraine, les Européens font des déclarations sur la crise de Gaza, etc. Mais ce ne sont pas les Européens qui vont peser pour orienter ces crises dans un sens ou dans un autre. C'est extrêmement clair. L'Europe n'est pas, à l'heure actuelle, ni une voix, ni un poids, encore moins une puissance géopolitique. Mais parce que, nous n'avons pas la volonté de le faire, et deux, nous n'avons pas les moyens de le faire, ce qui est à peu près la même chose. Hein. Nous n'avons pas la volonté de le faire, c'est-à-dire que nous ne sommes pas unis politiquement, nous nous unissons dans certains domaines des crises, mais nous n'avons pas une volonté unique entre l'ensemble des Européens, et ça ne risque pas de s'arranger au fur et à mesure que l'Europe s'élargira, que l'Union européenne s'élargira. Et deuxièmement, nous avons pensé la construction européenne depuis 70 ans, qui est un succès extraordinaire, naturellement. Nous l'avons pensé comme une construction civile, pour faire court, comme une construction où les échanges économiques et le règne du droit assureraient la paix. Or, on se rend compte que c'était un petit peu naïf, que c'était généreux, bien entendu, que c'était brillant du point de vue réalisation historique, mais que c'était un petit peu naïf parce qu'il y a des gens qui raisonnent toujours en termes de rapport de force et en termes de guerre. Or, par exemple, les Européens n'ont pas d'autonomie stratégique en matière militaire. Alors, qu'est-ce que ça peut devenir ? Eh bien, ça va dépendre de notre volonté et de la possibilité que les Européens vont se donner de cristalliser à la fois leur volonté et leurs moyens en matière diplomatique et militaire. Et là-dessus, l'optimisme n'est pas forcément le réflexe immédiat. Alors, l'Ukraine, un conflit qui dure et qui risque de durer. L'Ukraine est-elle en train de perdre cette guerre ? Non, je ne crois pas. L'Ukraine n'est pas en train de perdre cette guerre, elle est en train d'avoir des difficultés et surtout des difficultés pour la gagner, ce qui est tout à fait différent. L'Ukraine est un pays qui a des moyens limités. C'est un grand pays, mais c'est un pays qui a des moyens limités. Nous l'aidons, nous autres Occidentaux. La Russie est un très gros pays, très lourd pays, avec des techniques de guerre de long terme, qui jouent sur l'espace, qui jouent sur le temps, etc. Et tout cela fait en sorte, avec la volonté des Occidentaux de ne pas s'engager trop loin, quand même, en face de la Russie, tout ça promet une évolution sur le terrain qui se gèlera progressivement. Mais pour vous, Vladimir Poutine ira jusqu'où ? Il s'arrêtera une fois que le Donbass sera entièrement conquis, ou il poussera l'avantage jusqu'à Kiev ? Non. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il voudrait effectivement pouvoir vendre à son peuple, parce que c'est quand même ça, un dirigeant est obligé de vendre, si je puis dire, sa camelote stratégique à son propre peuple. Il voudrait pouvoir vendre à son peuple qu'il a récupéré ce qu'il considère comme étant l'espace russe, stricto sensu, c'est-à-dire ces deux provinces. Bon, pour le reste, il y aura vraisemblablement une négociation avec l'ensemble des acteurs, et il est vraisemblable que cette négociation ne résoudra pas le problème et qu'on s'engage, là, on est engagé avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie dans un conflit qui va durer des décennies. Vladimir Poutine, la semaine dernière, on apprenait qu'il soutenait Kamala Harris. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Il l'a soutenue avec un sourire. Il l'a soutenu avec un sourire, on ne sait pas bien ce qu'il avait derrière la tête.
C'était au moment où les États-Unis accusaient la Russie d'ingérence. Oui, je ne suis pas sûr qu'il soit transporté d'enthousiasme à l'idée que Kamala Harris soit élue présidente, mais je ne suis pas sûr qu'il soit transporté d'enthousiasme non plus à l'idée d'avoir Trump, parce que la caractéristique de Trump, c'est quand même qu'il est absolument ingérable et imprévisible. Alors c'est ce qu'on appelle un conflit de basse intensité, le conflit israélo-palestinien, asymétrique aussi, de basse intensité, peut-être plus depuis le 7 octobre, mais qui était quelque peu, disons, limité. Éteint et limité. Est-ce que ça reste symboliquement l'un des conflits le plus sensibles au monde? Oui. D'abord parce que pour nous, c'est évidemment un conflit d'une sensibilité psychologique, morale et historique qui est absolument ineffaçable. Pour nous occidentaux en général et européens en particulier. Et deuxièmement, parce qu'il y a autour de ce conflit à la fois quelque chose d'insoluble entre deux peuples enfin d'insoluble, on espère qu'il y aura une solution, d'insoluble entre deux peuples qui se déchirent pour un même territoire, et une concentration des puissances dans cette région. Car on a beaucoup trop rapidement proclamé que les puissances se retiraient du Moyen-Orient, et en particulier les États-Unis. Les États-Unis voudraient bien, mais enfin on voit bien qu'ils n'y arrivent pas. Et par contre, toutes les autres puissances y sont. La Russie est toute proche, la Chine s'y installe, les puissances régionales que sont la Turquie, l'Iran, l'Arabie saoudite y sont bel et bien. Et donc, pour toutes ces raisons, plus l'accumulation des armes qui sont en train de se déverser, qui n'ont jamais cessé de se déverser, mais qui sont en train de se déverser en particulier sur des pays comme l'Égypte ou l'Arabie saoudite, par exemple, et dont nous parlons dans le rapport Ramsès, tout cela promet que cette région restera au cœur de nos préoccupations, en dehors du fait qu'elle est à côté de chez nous, nous autres Européens. Tout le monde regarde ça avec préoccupation. C'est vraiment ce risque d'embrasement qu'on évoque à chaque fois. Est-ce que pour 2025, vous redoutez justement un élargissement? J'aimerais peut-être d'ailleurs vous montrer une image du président iranien Massoud Pezeshkian, modéré, qui a tendu la main en Occident. On en parlait en première partie. Il est actuellement à Bagdad. Il est reçu par le Premier ministre irakien Mohamed Shia al-Soudani. Il a réaffirmé son refus d'une extension du conflit en cours à Gaza. Je parle bien du Premier ministre irakien. On imagine que le président iranien est sur sa même ligne. Mais bien sûr, parce que l'Iran n'a absolument aucun intérêt à élargir le conflit. L'Iran sait que l'élargissement du conflit signifie un affrontement direct avec Israël, qui est une puissance militaire extrêmement importante. Là, en l'occurrence, c'est le président. Ce ne sont pas les gardiens de la révolution qui mènent le là militairement. Enfin, le président, il dit pas n'importe quoi. Et c'est pas une voie libre, si je puis dire. L'Iran n'a absolument aucun intérêt à l'élargissement du conflit, d'abord parce qu'il se trouverait en face d'Israël et parce qu'il se trouverait en face des États-Unis, de manière absolument inévitable. Et l'Iran est une puissance régionale importante, mais c'est une puissance qui est en difficulté à cause, bien entendu, des sanctions qui sont prises contre lui depuis des décennies et à cause d'une situation interne relativement instable. Donc je ne pense pas, pour répondre à votre question précédente, qu'il y ait une guerre généralisée, mais que la guerre, au niveau de violence où elle est à l'heure actuelle et qui est préoccupante, se continue, c'est parfaitement possible. Dernière question, il nous reste une petite minute. Taïwan, vous en parlez également. Il y a un chapitre qui s'appelle « Le statu quo perdure pour le moment ». Taïwan, principal risque de conflit pour l'an prochain? Pour l'an prochain, sans doute pas, parce que la Chine est beaucoup plus prudente, beaucoup moins aventuriste que son ami Poutine et que la Russie. Je pense que la Chine va laisser les choses aller. S'il n'y a pas trop de mouvements du côté de Taïwan qui la provoque, s'il n'y a pas trop de mouvements du côté des États-Unis qui la provoquent aussi, je pense que ce n'est pas pour 2025. Les États-Unis provoquent la Chine dans cette région? Non, j'ai pas dit que. J'ai dit qu'il ne faudrait pas que les États-Unis s'engagent dans une logique de provocation. Non, les États-Unis ne provoquent pas la Chine, bien entendu. C'est la Chine qui provoque. Merci beaucoup, Dominique David. Je rappelle donc Ramsès entre puissance au pluriel et impuissance au singulier. Merci beaucoup pour votre éclairage. Merci à vous. Très pertinent.